Elsa Dorlin est professeure de philosophie à l'Université Paris 8 et autrice notamment de Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe ou PUF, ou encore Se défendre, une philosophie de la violence chez Zone. Isabelle Claire est sociologue, chargée de recherche au laboratoire Genre, Travail, Mobilité du CNRS Université Paris 8, autrice en 2012 de Sociologie du genre ou encore en 2008 de Les jeunes et l'amour dans les cités chez Armand Collin. Mardi 14 juin 2022, Elsa Dorlin et Isabelle Claire présentaient à la librairie Ombre Blanche leur essai paru aux éditions EHESS intitulé « Photos de famille, pensée des vies intellectuelles d'un point de vue féministe ». Bon, on va commencer du coup. Donc, merci déjà à toutes et à tous d'être ici pour écouter Isabelle Claire et Elsa Dorlin. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc vous, Isabelle Claire, vous êtes sociologue au CNRS et Elsa Dorlin, vous êtes philosophe. Et depuis peu, vous avez rejoint, si je ne me trompe pas, donc le département de philosophie à Toulouse, Université Jean Jaurès. Vous venez ici pour nous présenter un livre qui s'appelle donc Photos de famille. La question de la famille féministe est donc au centre de ce livre, et c'est plus particulièrement donc au féminisme intellectuel, universitaire et plus largement tout le monde de la recherche qui vous intéresse, et notamment le féminisme intellectuel français, on va dire grosso modo de 1980 à aujourd'hui, par rapport notamment aux chercheuses et chercheurs que vous interrogez. La famille, c'est une métaphore qui vous permet donc de décrire, de faire parler des liens, des ruptures aussi, des divergences, des solidarités qui existent donc entre ces chercheuses et chercheurs attachés à un même champ de recherche, ici donc le féminisme et les études de genre. Le mot famille touche à une intimité, vous parlez d'affect intellectuel, d'attachements qui sont parfois tus, non dits, en tout cas à l'université, on va dire, et c'est ce côté un peu caché qui vous intéresse, parce que, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris le livre, selon vous, il guide aussi, c'est des trajectoires de recherche, et il agit sur la production des savoirs. Vous dites même que finalement, la démarche, votre démarche, importe autant que le résultat. C'est un livre qui propose donc une façon pour un champ de recherche, et peut-être aussi une discipline, de s'arrêter à un moment, de faire une pause pour s'analyser. Donc il y a aussi un enjeu épistémologique très important dans ce livre, et qu'on ressent à la lecture de ce texte dont on va reparler. Je vais vous laisser la parole, mais ma question, en fait, c'est pourquoi cette enquête, ce besoin aujourd'hui de s'arrêter, justement, de faire une pause sur ce qui a fait le féminisme depuis donc longtemps et ce qui fait le féminisme intellectuel aujourd'hui. Est-ce qu'on est à un moment particulier, en ce moment, de passation ? Vous parlez notamment de parentes, d'héritières. J'aimerais que vous me parliez de ce moment peut-être vivant de transmission qui se passe aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à vous de votre présence. En fait, on a réfléchi, donc vraiment l'objet du livre, c'est effectivement le champ de la recherche, de la pensée féministe, des vies intellectuelles. Et qu'est-ce qu'une vie intellectuelle, d'une vie féministe intellectuelle ? Voilà, c'est vraiment le cœur de notre ouvrage. Et effectivement, depuis au moins le début des années 1980, la pensée féministe est entrée à l'université, s'est battue pour entrer à l'université et pour y déployer en fait tout un champ de recherche et d'études dans plusieurs disciplines. Donc
et notamment la sociologie, l'histoire, la littérature, l'anthropologie, la philosophie aussi, etc., etc. Et en fait, ce qui nous a vraiment intéressés, c'est pas tant de... Mais j'aime beaucoup votre expression de faire une pause pour un domaine de recherche et un domaine de production de savoir, et de se dire, OK, on fait une pause et on essaye de réfléchir collectivement à la façon dont on fabrique ces savoirs, qu'est-ce qui s'y joue, avec une adversité extérieure assez importante. On revient notamment dans le livre sur l'ensemble des attaques sur la théorie du genre, sur l'entrisme, sur la colonisation de l'université par le féminisme. De fait, ce sont des débats en fait très très anciens et qui reviennent comme ça par salve pour essayer aussi de délégitimer ce qui est une pensée qui, dans son cœur, en fait, est aussi une pensée qui interroge les normes du savoir, les canons des disciplines, et aussi qui interroge les sujets de production de savoir. C'est-à-dire qui est ce jeu qui dit, je cherche et je dis un énoncé définitif sur telle ou telle chose. Mais ce qui est probablement aussi quelque chose de plus... qui a matière à être réfléchi sur d'autres domaines de recherche, ou même sur ce qu'est une vie intellectuelle, et aussi une vie intellectuelle au sens où notre travail, c'est de produire du savoir. Donc de réfléchir aussi aux conditions vraiment de travail au sens propre du terme. Et au fond, on a essayé de voir comment... notamment dans des ouvrages qui font des grands panoramas de la vie intellectuelle en France au XXe siècle, etc. Ce qui est très marquant, c'est l'idée qu'il y a des pères fondateurs, il y a des maîtres à penser, il y a des liens comme ça un peu claniques d'héritage, de transmission, d'école. Bourdieu parlait beaucoup de clans, par exemple, pour parler de Ulm. Et aussi, on voit bien que c'est pas seulement en termes de collectif, mais que ça se joue aussi intellectuellement sur ce qu'on produit, c'est-à-dire quel concept est transmis, quel modèle explicatif est transmis et qui va du coup s'enseigner, se répercuter, quel auteur ou autrice est cité ou pas. Et au fond, dans ce cadre-là, la vie intellectuelle, elle se réfléchit souvent comme une grande famille, avec ses branches, ses cousins, ses pères, ses maîtres, etc. Les petites mains qui font la vaisselle et ramassent les chaussettes sales, avec souvent aussi le petit personnel de secrétariat du CNRS ou des personnes justement dans les études féministes. Nombre de grandes penseuses et chercheuses sont rentrées au premier stade de l'échelle de la hiérarchie de la recherche. Donc tout ça, ça a été pour nous en fait une façon d'interroger cette figure de la famille, parce que dans les études féministes, dans la pensée féministe, cette figure de la famille, elle traîne aussi pour parler des liens qui unissent en fait des générations de penseuses et de chercheuses, d'universitaires, d'enseignantes, et pour penser aussi des écoles, etc. Et alors même que la pensée féministe, dans une certaine mesure, est plutôt très 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 critique à l'égard du familialisme ou de cette idée du papa, du maître, etc. Donc on a voulu interroger ça, et effectivement la grande métaphore de la pensée féministe, c'est la sororité, c'est-à-dire la question nous sommes toutes sœurs. Et dans l'idée de la sororité, ça implique aussi l'idée de solidarité, et l'idée que l'université, par exemple, ou la recherche sont un lieu politique de revendication, mais aussi d'obtention de justice, ce qu'on appelle maintenant la justice épistémique, cette idée que, en fait, on porte aussi des combats pour que des sujets, des champs de recherche, des questionnements soient possibles, et aussi que des travailleuses, en fait, depuis d'autres conditions matérielles d'existence, réalisent, en fait, regardent le monde et puissent le réfléchir et le penser. Donc c'est toute cette question-là qui nous a intéressés. On l'a fait sur une sorte de séquence historique quand même qui est effectivement assez réduite, qui va des années 80 jusqu'à la période contemporaine. Or, c'est 40 années, on va dire, de combats qui relèvent à la fois de la production de connaissances, mais aussi de la politique des savoirs. Il faut bien savoir que ce sont aussi 40 années qui ont
beaucoup bouleversé les mobilisations féministes, les mouvements sociaux en tant que tels, sur des thématiques très fortes qui ont changé, mais qui se rassemblent. Et dans l'université, une des caractéristiques, c'est probablement deux choses. C'est qu'on a aussi une démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et que pour une large part, beaucoup de féministes aujourd'hui, de ce qu'on appelle les jeunes féministes, longtemps on a été les jeunes féministes, mais maintenant en fait on l'est plus. On a été longtemps la relève, les filles, mais maintenant voilà, on est en passe de ne plus l'être. Aujourd'hui, les jeunes générations, même depuis en fait 20 ans, se sont politisées à l'université. C'est-à-dire effectivement, l'université est un lieu de politisation au sens propre du terme. Alors, les détracteurs antiféministes diront que c'est du prosélytisme qu'on fait dans les études féministes. De fait, oui, pour une certaine part, on peut le dire très clairement. On fabrique aussi un regard sur le monde et une bibliothèque qui permet d'interroger de façon critique les rapports de pouvoir. Et donc ça, c'est la première chose, la politisation à l'université, ce qui fait qu'on a cette frontière très poreuse entre le savoir et le civil, la société, le social, le militantisme et le théorique. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, l'université a de toute façon toujours été un lieu de politisation, plus ou moins élitiste, et ces dernières années moins élitiste. Mais il se trouve que ces 20 dernières années ont aussi été le lieu, dans une certaine mesure, d'une réforme de l'université, c'est-à-dire du service public de l'enseignement et de la recherche en général, avec des réformes, notamment au niveau de l'Union européenne, et un certain nombre de réformes qui viennent, pour le dire très vite, non plus financer des équipes ou des disciplines ou des diplômes, mais qui viennent financer en fait des projets en fait à très court terme, qui fait qu'on est dans une course qui s'inscrit dans un processus de néolibéralisme lié à la production de connaissances et qui vient aussi un peu perturber l'université, puisqu'on va avoir, y compris cette question de la démocratisation, par exemple, elle va se poser de façon fondamentale. Et comme vous le savez, les études féministes sont à la fois vitales, vraiment, elles sauvent des vies. Faites des études féministes, ça sauve une vie. Et en même temps, elles ne sont pas très rentables, évidemment. Donc, il y a une sorte de tension, vous voyez, sur cette idée. Est-ce que pour survivre, dans une certaine mesure, les études féministes et de genre à l'université vont se dépolitisent, au sens propre du terme? Et qu'est-ce que ça induit dans nos communautés de pensée, c'est-à-dire sur des positions de pouvoir assez différentes où, effectivement, cette question de la dimension intrinsèquement politique du savoir, elle est diversement incarnée, et ça peut créer des conflits, y compris dans les domaines de disciplinaire. Je vous donne juste un exemple au sens où les études féministes ou la pensée féministe a cette caractéristique d'être très réflexive, de réfléchir beaucoup sur sa propre pratique. Donc nous sommes une sorte de laboratoire qui est intéressant à étudier, mais si on prend des disciplines comme l'histoire ou la philosophie, vous voyez bien que la question de la rentabilité du savoir, elle se pose au premier chef, ou de la sociologie d'ailleurs. Est-ce que c'est rentable et est-ce que ce n'est pas trop critique? Et donc là, on touche un peu au cœur aussi de ce que signifie un savoir universel et ce que signifie en fait l'accès à un savoir critique dans une société et dans un processus démocratique. Oui, et pour compléter, merci à mon tour, je vous remercie de votre invitation puis d'être venu. Vous disiez en effet une pause, c'est intéressant. Enfin, c'est un cliché en fait, enfin, de la métaphore qui n'est pas qu'une métaphore qu'on travaille centralement dans le livre, mais l'idée c'est de montrer à un moment donné un état d'une communauté de pensée depuis un certain point de vue et de façon circonscrite, parce qu'à la fois on est plus de 20 dans le livre, donc il y a du monde, donc il y a une pluralité de positions à la fois dans l'ordre des générations, un peu dans les disciplines, dans les lieux géographiques, et néanmoins c'est quand même un petit groupe circonscrit qui n'a pas vocation à représenter l'ensemble de la communauté féministe à l'intérieur du monde académique français. Et néanmoins c'est à un moment donné, voilà, on a sollicité des gens
pour divers types de textes, pour réfléchir au moment où on est et depuis d'où on vient. Et à la fois sur le plan singulier, on a des entretiens ou des récits avec des chercheuses et quelques chercheurs qui se sont inscrits à côté ou dans les études féministes et qui racontent en fait, il ne s'agit pas seulement de faire enfin pas seulement, c'est pas ça, c'est pas une question de seulement, mais il s'agit pas de faire un récit historique objectivant de voilà l'histoire des études féministes en France depuis 1980, aucune de nous deux n'est historienne, donc c'était pas ça le principe du livre. L'idée, c'était d'envisager le travail intellectuel en lien avec le reste de la vie. Et ça, c'est typiquement, c'est quelque chose qui est au cœur de la théorie féministe, de pas séparer le professionnel et le privé, de mettre en lien tout ce qui se passe à la fois dans la famille réelle et tout ce qui, quand on parle de père fondateur, de génération, qu'est-ce qui se dit dans ce lexique-là, qui est en fait un lexique professionnel dans le monde intellectuel, mais pour dire autre chose qui dépasse, pour dire la loyauté, pour dire la dette, pour dire l'héritage. Et voilà, ce qui nous intéressait, c'est d'utiliser justement ce regard critique féministe sur la façon dont on envisage le travail à l'intérieur de la communauté de travail féministe. Et donc, du coup, on a fait des entretiens avec des personnes qui pensent ça et qui, en même temps, racontent leur vie intellectuelle, donc qui est faite de travail, de travail intellectuel et puis de tout ce qui fait la vie par ailleurs, où tout est mêlé. Et puis on a aussi demandé à certaines personnes de faire des articles de recherche plus classiques, c'est-à-dire objectivants, c'est-à-dire qui prennent une question, par exemple Alban Jacquemart, les hommes dans les études féministes depuis 30 ans, qu'est-ce que ça fait, quelle est leur position, etc. Nous on a fait un article avec Baptiste Coulmont, qui est un sociologue quantitativiste, sur comment dans 10 revues féministes, les revues féministes françaises et puis une québécoise, les féministes se citent entre elles. Est-ce qu'il y a un effet de variable sexe, par exemple un homme qui publie, les hommes qui publient dans les revues féministes, est-ce qu'ils citent les mêmes personnes? Est-ce qu'on cite plus de... Alors, je vous donne un scoop, donc les femmes citent plus les femmes que les hommes, et les revues féministes citent plus de femmes que les autres revues. Bon, voilà. Et c'est pas que ça, l'article. L'idée, c'est de, par l'économie de la citation et par de voir un peu les effets de reconnaissance, qui et quel sujet, à quel moment, quelle question fait question, en fait. Et on voit bien, vous disiez... pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ce cliché, cette pause, c'est maintenant? Et c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à notre propre appartenance générationnelle. Nous, on est entrés dans le monde académique et on s'est politisé aussi sur les questions féministes au début des années 2000. Donc, en gros, quand les études féministes qui commençaient à s'appeler les études de genre ont explosé en termes d'effectifs. Mais celles qui nous léguaient le savoir le faisaient très souvent, à part justement dans quelques lieux comme Toulouse, qui étaient très rares en fait, où il y avait des formations dédiées sur ces questions-là, qui étaient plus ou moins en catimini, plus ou moins toujours en difficulté, mais qui existaient. Dans la majorité des lieux, on a dû se former un peu tout seul, en lisant des livres, etc. Je veux dire, en lisant des livres comme tout le monde, mais pas forcément en suivant des cours de théorie féministe, ou de façon un peu disséminée. Et en fait, notre génération est arrivée en nombre, et en fait, ce nombre a des effets ensuite. Donc il y a cet effet-là de transmission qui s'est passé. Et le moment actuel, c'est un moment de regain féministe dans le mouvement social, et donc aussi à l'université, où la question de l'égalité est plus ou moins... lui est substituée la question de la violence. Il y a des choses qui se passent en fait dans le mouvement actuel de très forte politisation et de redéfinition des objets vraiment importants, et puis du coup des lignes de front aussi qui ont bougé. Donc le cliché maintenant, c'était aussi ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies pendant lesquelles quand même la pensée féministe est entrée de force, ou par effraction dans l'université, comment elle s'est institutionnalisée, qu'est-ce que ça a eu comme effet, et quelles sont les questions brûlantes aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait qu'elles se formulent de telle ou telle façon en raison aussi de passifs antérieurs. Et c'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est pas seulement les positions des gens, quels objets, qui travaillent sur quoi, en ayant eu quelle scolarité, en venant de quel milieu social, mais c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un passif collectif, comme par exemple un passif très fort dans les études féministes autour des années 80 sur la question lesbienne, le fait d'aborder cette question-là, et qu'est-ce que c'est que d'être hétérosexuel,
sexuelle quand on est féministe, de coucher avec l'ennemi, enfin, là je caricature un peu, mais il y a eu un moment où c'était très tendu sur ces questions-là. Et en fait, qu'est-ce que ce passif-là, à ce moment-là, a comme effet pour la période présente? Et qu'est-ce que le fait de ne pas parler de ce passif-là ou d'en parler d'une certaine façon fait sur la façon dont aujourd'hui on va parler de la question lesbienne, on va parler de la sexualité, du féminisme, alors que ça redevient des questions majeures, y compris dans le mouvement social. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de reboucler d'une certaine façon avec le moment contemporain. Alors votre livre est divisé en 2 parties, vous l'avez dit, hein. Une première partie, vie intellectuelle, qui fait un certain nombre d'itinéraires, d'entretiens, une deuxième partie plus réflexive. Alors sur la première partie, vous avez utilisé trois techniques. L'entretien, on va dire, classique, le récit dialogué et la carte mentale. Enfin, là, vous avez demandé aux personnes avec lesquelles vous êtes entretenus de dessiner leur trajectoire sur un papier, ce que j'ai trouvé très original. Moi, je me demande bien ce que j'aurais fait si on m'avait posé cette question, de prendre un feutre, des couleurs, et puis de dessiner. Elles ont toutes joué le jeu, elles ont toutes donné quelque chose. Et donc, je voulais revenir aussi sur ces 3 modalités de présentation de soi que vous avez choisies. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Et puis aussi, pourquoi c'est 14 finalement ? J'imagine qu'il y a eu des refus, j'imagine que des choses n'ont pas pu être faites. Sur cette première partie. Oui, alors donc voilà, la première partie du livre est vraiment sur les trajectoires de personnes. Donc c'est vraiment des entretiens ou des récits qu'on a fait avec des personnes qui nous racontent en fait cette histoire collective depuis leur point de vue et depuis leur propre histoire intellectuelle. Et donc on a utilisé 3 méthodes. Donc le récit dialogué, en fait, l'idée de ce livre, d'une certaine façon, c'est qu'il n'était pas donné au départ. Il y a des livres collectifs. Le format un peu classique du livre collectif en sciences humaines et sociales, c'est de faire un état de l'art ou de réunir des gens autour d'une question qu'ils ont en commun ou d'un sujet, d'un thème, voilà. Ça et c'est très important que ces livres-là existent. Celui-là, on savait pas ce qu'il allait donner en fait. Il s'est construit progressivement. Donc les 14, par exemple, les 14 personnes avec qui on a fait ces entretiens, ces récits dialogués, on n'avait pas une liste préétablie. En fait, elle s'est construite progressivement. De même que se sont construites les méthodes pour les faire parler. Le récit dialogué, donc il y en a 3, a commencé en fait parce qu'on avait demandé à une Toulousaine, une anthropologue, d'écrire à la première personne sa trajectoire, ce qu'elle a fait. Et son histoire en fait dans cette histoire collective, et elle nous a rendu, donc Agnès Fine nous a rendu un document très bien écrit où elle arrivait à aborder justement les questions de privé, de corps, enfin diverses questions qui nous intéressaient, et dans un texte très léché, parfait. Et puis on s'est dit oui, mais là à tel moment, parce qu'on a une connaissance indigène du milieu, on travaille sur notre propre famille d'une certaine façon avec nos outils théoriques, mais voilà, l'idée c'est d'objectiver le monde dans lequel, enfin objectiver ou restituer, rendre intelligible le monde dont on fait partie soi-même. Donc on sait les histoires, on ne connaît pas toutes, mais on en connaît certaines. Et donc on lui a dit oui, mais là quand même quand tu dis ça, en fait ça s'est passé comme ça parce que quand même il y avait telle histoire. Et l'histoire c'est pas l'anecdote, c'est des vraies histoires avec soit des conflits, soit des logiques qu'elle explicitait pas. Donc on lui a proposé, on lui a dit voilà, à tel et tel endroit, on aimerait que tu explicites un peu plus, mais c'est nous qui allons te poser la question. C'est pas toi qui es responsable de la dispute, c'est nous qui disons oui, mais là, à cet endroit, pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement? Et on va laisser nos questions dans le texte. Comme ça, tu n'auras pas la responsabilité puisque manifestement, elle avait pas très envie et elle a joué le jeu. Voilà. Et donc du coup, on a fait comme ça d'autres récits dialogués. On a fait des entretien, et après je te laisse la parole sur le casting. Pour ce qui est des cartes mentales, la carte mentale c'est une technique en fait qui a été développée en géographie sociale dans les années 70, qui est toujours à l'œuvre en géographie, où on demande aux gens de représenter sur le papier la façon dont ils se représentent l'espace dans lequel ils vivent, et ensuite on compare la représentation qu'ils ont du monde dans lequel ils vivent avec leur géographie, la géographie réelle du lieu où ils vivent, les lieux de travail, etc. Bon voilà, ça c'est quelque chose qui est travaillé en géographie, et on a utilisé cette technique pour demander aux gens de représenter leur trajectoire intellectuelle.
intellectuelle. Donc c'est pas de la cartographie au sens géographique du terme, et les gens étaient très libres, il y a beaucoup de mots, il y a peu de dessins, il y a quelques dessins, mais il y a du schéma, et donc il y a des gens qui se représentent en CV, il y a des gens qui se représentent de manière beaucoup plus éclatée, il y a des gens qui font des frises chronologiques, enfin voilà, il y a pas mal de femmes qui utilisent comme carbon carters la naissance de leurs enfants, ce qui se ferait pas dans toutes les trajectoires intellectuelles et particulièrement peut-être dans des trajectoires masculines à voir, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui en fait ressortent et qui nous intéressaient. Et sur le casting, donc pour rebondir aussi sur ces outils, il y a évidemment un slogan très fort du mouvement féministe qui est « le personnel est politique ». Le personnel est politique, et donc quand on parle sur la sphère de la production de savoir, des vies intellectuelles, ce qu'on a en règle générale aussi dans la plupart des livres, notamment des chercheurs, des chercheuses, c'est souvent des dédicaces. Merci beaucoup à ma femme d'avoir été là pour que je puisse écrire ce livre, et merci à ma compagne d'avoir relu mon manuscrit, ou merci à ma compagne d'avoir tapé mon manuscrit, ou Bourdieu par exemple est très reconnaissant dans La sociologie est un sport de combat de cette petite main qui tape, etc. Donc ce qu'on voulait, effectivement, quand on est sur cette division sexuelle du travail, le travail intellectuel, on voulait que dans la trajectoire de vie ou dans les personnes avec qui on s'entretenait, puisse ressortir une forme d'auto-analyse, que cette vie personnelle, ces conditions très prosaïques de travail, puissent être réfléchies comme étant partie prenante des trajectoires intellectuelles. Pourquoi je choisis de travailler sur tel objet ? Comment j'ai travaillé sur tel objet ? Pourquoi je suis... comment s'est passée ma carrière ? Pourquoi je me suis battue pour ça, etc. Et en fait, vraiment, c'était aussi l'idée que, au départ, c'était des personnes avec qui on était à la fois suffisamment proches, mais suffisamment lointaines, pour permettre de leur poser des questions qui relevaient de ce qui est censé être du non-dit, du privé, de ce qui n'est pas signifiant pour rendre compte de nos travaux et de notre production. Et donc, il fallait être à la fois dans cette idée de proximité, mais quand même un peu lointaine. Et donc, c'est vrai que ça s'est fait par des formes de connaissances, c'est-à-dire telle personne était pour nous suffisamment proche et suffisamment lointaine pour qu'on puisse à la fois savoir des choses et pouvoir l'interroger, l'emmener sur ce terrain, et en même temps ne pas être évidemment trop proche pour ne pas être trop intrusive ou trop... quoique à chaque fois ça a varié. Ensuite, il y a eu des questions de discipline, d'inscription, puisque la façon de réfléchir, d'auto-analyser sa production intellectuelle se fait avec des outils ou des paradigmes différents selon les disciplines. Et puis ensuite, la question pouvait être aussi la variable générationnelle, géographique, et également on voulait éclairer à travers une personne et son entretien, son récit, une dimension qui nous intéressait. Et au fond, ce qu'on voulait saisir à chaque fois, c'était... souvent, on travaille cette idée que écrire, par exemple, les vies intellectuelles, réfléchir sur les vies intellectuelles, c'est pas seulement, effectivement, vous le savez très bien, faire l'histoire des idées. Les idées sont incarnées par des personnes qui les travaillent, etc. On ne voulait pas non plus faire une prosopographie de la vie intellectuelle féministe, c'est-à-dire de dire telle personne, etc. Nanana. Ce qu'on voulait, c'est une sorte de ressaisie, pour reprendre une expression de Rosemary Lagrave, se ressaisir, ce processus de réflexif, d'auto-analyse qui fait qu'on éclaire en fait son travail depuis sa trajectoire, y compris ses conditions matérielles, personnelles d'existence. Ce qui fait que, par exemple, il était très important pour nous, non seulement de ramener du privé, nos vies privées, familiales, affectives, sont très importantes dans la façon dont nous arrivons au travail et dans la façon dont nous pensons et ce que nous allons penser. Mais au travail, il y a de l'affect. Il y a des attachements, il y a des amitiés,
il y a des inimitiés, il y a des héritages, il y a des conflits, il y a des legs, etc. Et ça, c'était aussi ce qui a permis en fait qu'on caste ces personnes-là. Et puis dernière chose, il y avait cette idée aussi de sortir de l'académie, enfin de l'université et de la recherche. Et donc il était aussi important de donner un regard extérieur, notamment avec un entretien avec Mélusine, qui est une figure sur Twitter féministe, antiraciste, et qui est très féministe, mais qui est en même temps en dehors de l'université, mais qui produit en fait sur les réseaux sociaux tout un contenu de critique qui est qui produit un savoir très fort et en lien évidemment avec cette histoire du féminisme. Et pour continuer sur cette question du casting, il y a quand même une autre exception, ou même deux si je me trompe pas. Donc il y a Judith Butler aussi qui apparaît. Donc elle, plutôt pour du côté états-unien, quoi. Et il y a aussi Astrid Henry, c'est ça, je crois, à la fin, qui apparaît. Est-ce qu'il y avait pour vous une nécessité, par rapport aux liens qu'elles entretiennent avec le féminisme intellectuel français, de les faire parler ? Elles agissent un peu en contrepoint. Il y a cette question de la dette aussi qui apparaît, qui est très intéressante, je trouve, dans les paroles de Judith Butler. Il y a aussi une phrase que j'ai retenue, que j'aime bien. Elle dit... Mais la vérité est que ma pensée ne m'appartient pas, cette pensée passe entre nous de proche en proche. Et je trouvais que ça résumait assez bien cette idée de commun du féminisme, cet abandon d'une propriété de la parole pour une œuvre collective, justement. Voilà, donc c'est pas vraiment une question, c'est une remarque, mais voilà, je vous laisse. Je te laisse sur Astrid Henry, mais sur Butler, sur Judith Butler, c'était ce qui est assez étrange, c'est que le livre est quand même assez concentré sur la France, et c'était important pour nous de faire cette photographie. Mais il se trouve que Judith Butler, particulièrement pour notre génération, est une figure familiale. Enfin, c'est une figure assez proche. Enfin, c'est affectivement, intellectuellement, c'est vraiment aussi à travers les textes de Butler que on s'est beaucoup formé de façon transdisciplinaire d'ailleurs. Et Judith Butler est au fond une des intellectuelles états-uniennes les plus françaises en vrai sur le féminisme, parce que la plupart de ces grandes sources d'inspiration, à commencer par Monique Wittig, sont dans un corpus français, francophone en tout cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que Butler connaît très bien le milieu féministe, et elle revient en fait sur cette idée de cette fois-ci un objet sur lequel on l'a pas beaucoup entendu, c'est la réception de troubles dans le genre dans le milieu féministe, mais pas le milieu féministe au sens public, dans vraiment le milieu féministe interconnaissance où justement à un moment donné l'usage ou la citation de Wittig fait qu'elle met dans l'ombre peut-être Guillaumin, Delphi, etc., avec qui elle ne discute pas, alors même qu'elle les connaît, qu'elle est à Paris dans ces années-là, enfin dans les années un peu plus tard, et qu'elle les lit à Paris. Donc c'était très intéressant. Ben là, typiquement, voilà, qu'est-ce qu'une vie intellectuelle ? Comment penser en féministe une vie intellectuelle ? Ben on a dialogué avec Butler en féministe, et ce qui fait que ce qu'elle disait de ces objets intellectuels et de son itinéraire intellectuel sur ces questions-là, eh ben, elle ramenait aussi de l'affect, du personnel, de l'historique, et elle expliquait comment, sur certains textes, ça crée en fait un type de problématisation ou de conceptualisation qui aurait été tout autre si elle n'avait pas eu cette trajectoire en fait à la fois militante, affective, subjective avec le féminisme français. Et alors l'autre états-unienne du sommaire, donc c'est Astrid Henry, beaucoup moins connue que Judith Butler, mais qui a fait une thèse en fait au début des années 2000 sur
la notion de génération, enfin qui fait qui a produit un texte qui n'existe pas en français. C'était ça aussi qui nous intéressait, c'est qu'elle prend vraiment le thème de alors, les générations, les vagues. C'est des façons quand même assez classiques. Alors la génération pour penser énormément de choses, mais notamment la vie intellectuelle, et puis les vagues. Alors les vagues féministes, ça c'est une façon de thématiser le changement, le conflit, l'effacement du passé. Enfin, c'est quelque chose, les moments de politisation, les moments de creux, voilà, la vague est très souvent, revient très souvent, a fait l'objet de beaucoup de discussions et de débats. Et en fait, elle s'est retrouvée dans une position à faire partie, dans le contexte états-unien, de ce qu'on appelle la troisième vague, donc qui a contesté en fait la vague précédente, celle des années 70, plus axée sur, enfin qui s'inscrivait plus explicitement dans une perspective, alors soit marxiste, enfin il y avait plusieurs traditions de pensée, mais qui ont été en partie critiquées et contestées par donc la vague dont elle faisait partie, qui était en fait la génération aussi des filles, qui pouvaient se penser comme telles. Et elle s'est retrouvée comme une héritière admirative des mères des années 70, et pas du tout en connivence avec les filles de sa génération, dont elle dit qu'elle voulait défendre cette mère du féminisme qui lui avait donné de la force, alors qu'elle était vécue par d'autres filles de sa génération comme une force oppressive, en lui disant t'habilles pas comme ça, coupe-toi les cheveux, c'est ça les sujets qui comptent, fais ci, fais ça. Et elle disait, mais moi, c'est ma mère féministe, c'est celle qui m'a donné de la force, qui m'a donné envie de me battre, bon bref. Et donc elle est partie de ce problème-là pour thématiser les choses d'une façon qui ne s'est pas faite en France. Enfin, peu importe, hein, c'est une façon de faire. C'est aussi lié au fait que dans la pensée féministe états-unienne, la psychanalyse occupe une place qu'elle occupe pas du tout, ou pas de la même façon, et d'ailleurs, y compris des autrices françaises qui se sont beaucoup plus exportées là-bas qu'ici. Donc il y a une façon aussi de penser la génération, et y compris l'institution familiale qui aussi aux États-Unis est une institution quand même honnie par les féministes, enfin en tout cas qui pose problème, mais qui est travaillée un peu autrement, depuis des perspectives théoriques un peu différentes. Et voilà, la traduction de ce texte, ça permettait de mettre des mots sur un contexte qui n'est pas le même, avec une chronologie qui n'est pas la même, parce que la troisième vague féministe française est postérieure, enfin ce qu'on identifie à ce moment-là n'est pas exactement le même, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas le même point de départ, etc. Et en même temps avec des problématiques hyper proches, et c'est cette résonance dans le décalage en fait qui est intéressante en fait, et qui nous semblait justifier la traduction, parce qu'elle disait quelque chose qui ne se dit pas, et notamment des choses qui ont été discutées aux États-Unis, notamment par John Scott, sur le fait qu'à partir du moment où on pense en termes familial, la transmission de savoir et aussi la transmission politique, on a tendance à dépolitiser, à mettre les gens dans des relations. Enfin, justement, c'est une façon aussi qui peut être de dépolitiser l'acte volontariste de l'engagement, la transmission consciente, etc. Et en même temps qu'on fait ça, penser la génération, penser la transmission et penser le binôme mère-fille, c'est aussi une façon de penser le pouvoir, de penser qu'il y a quand même un point de départ, un point d'arrivée, qu'il y a des moments et qu'il y a donc tous ces liens dont on a déjà parlé qui sont plus de l'ordre de l'affect, voilà. Donc c'est cette tension-là en fait entre l'idée, c'est ni de réhabiliter la famille, ni de dire que c'est une métaphore qui est super, qui permet de penser plein de choses. C'est une métaphore qui est là en fait, et qui pose problème, mais qui donne aussi des envies, enfin qui permet de déplier des choses en fait qu'elle permet presque à elle seule de dire et que d'autres ne disent pas en fait. Oui, alors moi j'aimerais revenir sur la présence des conflits que vous avez voulu souligner, qui apparaissent dans plusieurs textes, dans plusieurs itinéraires. Donc vous avez parlé de ce conflit question féministe, nouvelle question féministe, du début des années 80. Qui est très bien illustré, très bien documenté par un texte. Il y a le conflit que vous avez évoqué un petit peu, queer, féminisme matérialiste, c'est-à-dire comment, effectivement, Delphi, Nicole Claude Mathieu s'était sentie négligée par Butler, et comment il y a eu un ressentiment et des difficultés de dialogue entre la pensée queer et féministe matérialiste. Mais alors, il y a un conflit qui était très important dans les années 70-80, mais qui n'apparaît pas du tout dans l'ouvrage, ou alors j'ai peut-être pas tout lu aussi, hein. C'est le conflit entre féministes radicales, féministes matérialistes et psychépo. Alors, c'est évoqué un peu, je crois, par Marie... Oui.
mais qui a pourtant eu des enjeux, autant les autres, peut-être moins finalement, mais qui a eu des enjeux durables dans la structuration des études féministes en France, y compris à Paris 8, où il y avait un département d'études féminines, littéraires, etc. Et voilà, j'aimerais vous interroger sur cette notion de conflit, les conflits qui apparaissent, ceux qui apparaissent peu dans votre ouvrage. Oui, alors en effet, donc alors il y a plusieurs, il y a à la fois plusieurs raisons et plusieurs façons de répondre. D'abord, l'idée du dispositif de la photo de famille qui permet en fait de restituer et de rendre intelligible ce monde-là, quoi, cette communauté intellectuelle-là, n'a pas de visée panoramique, c'est-à-dire tout n'est pas traité. On n'a pas thématisé, on ne s'est pas dit, bon alors il y a ce sujet, ce sujet, ce sujet, ce sujet. D'abord parce qu'il y a des sujets qui ont sauté en cours de route parce que les papiers ne convenaient pas, parce qu'il y a le travail après scientifique qui fait que certains sujets, alors en l'occurrence d'ailleurs celui-là en fait partie, mais c'est pas le seul. Voilà, donc il y a eu ce processus-là qui est le processus habituel de production scientifique, c'est-à-dire on évalue et puis quand on y arrive, quand le texte ne va pas, le texte saute. Et quand le texte saute, surtout sur un livre comme ça, le sujet saute aussi. Alors pas complètement parce que en effet dans le conflit sur question féministe, nouvelle question féministe, il en est un peu question, parce que Pascal Molinier, avec qui on a fait un entretien, donc qui est psychologue, qui est enfin il y a très peu en psychologie et tendance analytique, enfin où c'est quand même là où elles sont le plus nombreuses, il y a très peu en fait à l'intérieur de l'espace académique de chercheuses féministes, la psychologie étant particulièrement rétive, enfin elle n'est pas la seule, hein, mais elle fait partie des disciplines très rétives, ne serait-ce que parce que c'est une discipline qui a une théorie du genre en fait, enfin qu'on a même plusieurs. Et que du coup, entrer dans cette critiquer la théorie du genre freudienne et les autres plus ou moins hétérodoxes qui en ont découlé, c'est en soi une difficulté très importante. Et on comptait un peu sur Pascal Molinier qui finalement a fait autre chose dans son entretien qui est aussi très intéressant, mais qui en effet thématise assez peu cette dimension-là, qui est en fait et qui pourtant est en effet est toujours agissante. Donc il y avait plusieurs courants théoriques et politiques au sein du féminisme des années 70, mais la branche plus psychanalyse, etc., c'est plus exporté aux États-Unis, d'où aussi la plus grande thématisation en termes de famille, de relations générationnelles là-bas qu'ici. Et en France, en tout cas dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et sociales, elle a été mise en minorité, alors même qu'elle a vendu beaucoup plus de livres et beaucoup plus connue et donc il y a un rapport en fait assez différentiel et qui joue beaucoup sur la façon dont s'est construite la communauté et dans la réception de Butler notamment, c'est-à-dire que en gros les matérialistes pour partie ont gagné à un moment donné comme paradigme à l'intérieur de l'université, tout en étant à l'extérieur largement dominé en fait par ce courant théorique qui a essaimé dans la majorité des autres pays occidentaux. Donc il y a ce rapport de force qui s'est rejoué avec le retour de... Voilà. Mais on n'a pas le papier qui permet de ressaisir ça pour le coup de façon vraiment... qui permettrait de montrer justement comment ça a essaimé ou pas dans le présent. Et c'est vrai aussi que sur Psychepo, et même si il y a les traces institutionnelles, matérielles, le département d'études féminines, mais qui devenu autre chose, mais qui garde une partie de cette histoire, et n'est pas au cœur en fait des conflits qu'on traite, parce que aussi, par exemple, sur ce type de conflit, qui est un conflit théorique et qui est un conflit aussi du coup qui a créé des conflits personnels entre les personnes très forts et des enfin voilà, qui a déchiré aussi des groupes. On l'a pris du côté d'un autre conflit donc, dans lequel il résonne de loin, mais de questions féministes et nouvelles questions féministes. Et au fond, ça, c'était notre illustration principale. Et puis ensuite, on a cherché une autre strate de conflit, c'est-à-dire la strate de conflit qui était sur... par exemple, on parlait tout à l'heure de l'économie de la citation.
comment en fait il y a une guerre sourde qui se joue dans le milieu intellectuel et de la recherche, et qui suppose que si vous ne lisez un livre qu'à partir de ses notes de bas de page et de ses citations, vous reconstituez en fait non seulement un univers intellectuel, mais aussi finalement des relations d'amitié et de lien et d'admiration et de cooptation et de reconnaissance. Et ce que vous ne voyez pas dans les notes sont en fait aussi le résultat de conflits, de rancœurs, Bon, donc ça, c'est un autre type de conflit. Et puis, il y avait vraiment le conflit plus contemporain, aussi sur les questions genre, race, classe, et sur la question des études de l'articulation entre sexisme et racisme, et de la colonialité. Et là, c'était aussi une autre façon de penser, en fait, le conflit. Et il y a notamment un long entretien avec Nassira Ghenif, qui revient sur cette question-là qui était importante. Donc en fait, on a aussi ciblé différentes modalités en fait de conflits et de dissensions, on va dire. Et peut-être une dernière question, et puis on laissera la parole au public qui aura d'autres questions. Est-ce que, puisque c'est un travail d'enquête que vous avez mené, est-ce que vous avez été l'une et l'autre surprises parfois par les réponses ? Est-ce que vous avez découvert, pas de nouvelles dimensions, mais des éléments un peu de force qui émergent et qui pourraient être prolongés, puisque c'est un livre très ouvert qui a on peut dire un début d'une certaine manière, avec notamment l'entretien avec Agnès Fine, mais il n'a pas de fin. Et est-ce qu'il y a des lignes de force, des choses qui ont émergé que vous n'aviez pas soupçonnées et qui mériteraient d'être prolongées dans vos études respectives ? Alors, moi, je pense qu'on est heureuses toutes les deux que vous remarquiez que c'est un livre ouvert, c'est-à-dire au sens vraiment, encore une fois, finalement, les entretiens, les dialogues, les récits dialogués, y compris les articles qui objectivent, etc. Mais surtout sur les entretiens, on aurait pu les mener encore pour de nombreuses années. C'est aussi un travail très très long, en fait. Là aussi, ça fait partie du travail scientifique. C'est un travail, c'est très très long. C'est très très long. Moi, je tiens à le dire et à remercier Isabelle, en tant que sociologue, elle n'était pas étonnée. Moi, ce qui m'a étonnée, par exemple, c'est la méthodologie que j'ai approchée grâce au travail avec Isabelle. Donc, moi, je venais avec des outils d'enquête philosophique. L'enquête sociologique amène d'autres choses. Et pourtant, on travaille toutes les deux sur cette idée sur la subjectivité, sur le récit de soi, sur les visions du monde, sur la façon dont on va comprendre aussi les déterminations. Enfin, donc, il y avait plein de choses. Moi, un des étonnements, c'est un étonnement de combien c'est heuristique de travailler ensemble, en fait, et du travail collectif qu'on a mené, à deux et plus collectivement. Donc c'est surtout ça. Et dans les entretiens, oui, il y a des choses qui viennent éclairer et qui, je pense, comme dans un processus de conscientisation politique, fait que quand on entend l'autre dire ce qui fait écho à ma propre expérience, mais sur lequel je n'ai pas encore de mots, et pour laquelle, en fait, j'ai besoin de subjectivité du dialogue pour en fait donner sens et politiser ce que je vis, oui, ça c'est extraordinaire, et je pense que ça nous a été de ce point de vue ultra utile. Après, finalement l'objectif n'était pas de fermer le livre, de faire un objet clos, mais en revanche l'objectif était quand même de donner un point, au sens de donner un résultat en quelque sorte. Et il y a la conclusion dans le livre, et là le résultat que l'on donne, c'est cette expérimentation qu'on a menée, elle aboutit à produire un modèle d'épistémologie, un modèle épistémologique, c'est-à-dire de réflexion sur la production, sur le savoir, de réflexion sur une production de connaissances, et une épistémologie que l'on fait et qu'on qualifie d'épistémologie féministe, des vies intellectuelles, et où en fait on essaye de reparler de l'importance justement
cette question de la réflexivité collective, cette question de l'explicitation de nos positions en tant que sujet de savoir, sur la compréhension de l'historicité des conflits, pour comprendre aussi pourquoi un champ se dirige vers telle problématique ou telle autre, et sur aussi une réflexion sur les conditions de possibilité, évidemment, d'un savoir critique, en fait. Voilà. Et un des points était vraiment aussi, mais ça traverse le livre, hein, encore une fois, de critiquer quand même frontalement les panoramas de la vie intellectuelle française ou de l'histoire des idées en France ou de l'histoire des intellectuels, et qui, en règle générale, font un très joli panorama, etc., et réservent en fin de chapitre, un fin de livre, un petit chapitre sur les féministes, comme si, en fait, ce n'était pas central, et comme si, dans la vie intellectuelle, ce n'était pas de façon fondationnelle, radicale, une remise en question de la façon de produire des idées. Oui, je vais être brève, juste sur la question des découvertes. En fait, je trouve que selon le statut du texte, c'est-à-dire la découverte peut pas être exactement de même nature. Enfin, ou la surprise, l'étonnement. Voilà, je pense que les textes objectivants, et c'est ça aussi la force des sciences sociales, c'est-à-dire que quand on objective, quand on reconstitue l'espace des points de vue, qu'on regarde le monde en le prenant pour objet, on fait des découvertes, on a des étonnements qui peuvent être très forts parce que à partir du moment où on sort de sa propre perception, de proximité, et qu'on se met dans une position plus, une forme d'extériorité, et qu'on objective des choses, on voit apparaître des choses auxquelles on s'attendait pas, que ça soit sur qui cite qui, que ce soit sur, on a plusieurs formes d'objectivation, ou sur la place des hommes dans les études féministes. À partir du moment où on se dit pas juste l'idée qu'on en a, qui est une représentation comme on en a tous sur le monde social, quelle que soit la question et quel que soit le bout de réel auquel on pense, à partir du moment où on objective, on compile des informations qu'on n'a pas à l'esprit en permanence, et là du coup il apparaît quelque chose, et parfois des étonnements. Et les sciences sociales, pour partie, passent leur temps à faire ça, c'est-à-dire à donner des résultats souvent contre-intuitifs, parce qu'ils sont pas perceptibles depuis seulement une position individuelle singulière. C'est à ça que l'enquête notamment, il y a d'autres façons d'arriver à ça, mais l'enquête en sciences sociales permet ça, et ça c'est plutôt la deuxième partie du livre. Par contre, les entretiens, à part quelques scoops, il y a quelques scoops pour les gens qui s'intéressent beaucoup à ce monde-là. Mais en vrai, l'entretien, c'est pas tellement de la découverte ou de l'étonnement, c'est ce que tu disais, c'est pour ça que j'en rajouterai pas plus, mais c'est plutôt d'être en face de quelqu'un, et ça c'était important. On n'a pas fait des entretiens sociologiques, même si on a emprunté pour partie à la méthode sociologique, mais on n'a pas pris les gens pour objet, c'est-à-dire, on aurait pu le faire en fait, et on aurait pu objectiver mais ça aurait été compliqué, le fait d'en faire partie, et voilà. Donc on a fait autrement, et on est allé chercher des gens avec qui on voulait échanger sur leur vie. Donc à la fois il y a une petite dimension objectivante, mais qui est réflexive, qui revient sur leur propre vie, et nous on arrivait avec des éléments biographiques, on les confrontait pour partie à ce qu'on pouvait savoir de leur propre trajectoire. Mais l'essentiel n'est pas tellement de l'objectivation, c'est plutôt la façon dont et ils racontent cette trajectoire et mettent des mots sur des problèmes rencontrés qui peuvent, par identification, par contraste, ne pas forcément provoquer de l'étonnement, mais plutôt de l'intelligibilité. Donc c'est pas exactement les mêmes enjeux, en fait, je pense, entre les deux parties, parce que c'est pas les mêmes méthodes. Et c'est ça qui nous intéressait dans le livre, c'est de pas reconstituer un champ avec une méthode uniquement objectivante, mais d'avoir différentes façons d'appréhender pour rendre intelligible, et aussi pour partie pour objectiver des choses avec différentes méthodes, et donc ça a des effets de connaissance différents. Voilà. On pourrait poser encore plein de questions. Alors moi, j'aimerais revenir sur l'article que vous avez rédigé à tous les trois avec Baptiste Coulmont sur Faire référence, que j'ai trouvé très intéressant, où
vous vous êtes intéressé à une dizaine de revues du champ des études de genre en France, de, je ne sais plus, de 95 à 2015, quelque chose comme ça, et vous vous êtes intéressé à qui cite qui, comment, à quelle période. Et voilà, j'aimerais que vous reveniez un petit peu sur cet article, cette méthodologie. C'est pas évident parce que vous aviez 3000 noms, je crois. Et j'ai trouvé ça très intéressant, à la fois dans la méthode, dans la façon dont vous avez construit cette enquête, et dans ses résultats aussi. Alors, je vais peut-être parler de la méthode, et après tu fais les résultats. C'est bien. Donc c'est de la sociologie quantitative artisanale, c'est-à-dire, je vais vous expliquer comment on a fait, parce que ça n'avait pas été fait, donc voilà, on n'a pas tout déplié, mais en tout cas, on amorce une sociologie quantitative descriptive. Donc, on a pris les revues françaises des études de genre installées. Donc, certaines sont récentes, sont apparues après les années 2000, mais les historiques, d'une certaine façon, ce sont beaucoup. 95, c'est une année. Enfin, ça s'est pas joué en un an, mais enfin, c'est vraiment une période où quelques revues, des revues de laboratoire, qui étaient souvent ce qu'on appelle de la littérature grise, se sont professionnalisés, sont passés chez des éditeurs privés, ont constitué des comités de rédaction, enfin se sont alignés sur les canons des revues scientifiques des disciplines en fait. Et donc il y a beaucoup de ces revues-là, et puis des revues un peu plus récentes, et une revue québécoise Témoin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est l'idée, donc le principe méthodologique, c'est que sur ces 20 ans, dans ces 10 revues, on a lu tous les, on a passé tous les articles en revue en cherchant 31 noms. Alors, on a cherché 31 personnes, donc il a fallu qu'on établisse une liste. Donc ça, c'est horrible. Et évidemment, a posteriori, on s'est mieux rendu compte de tous nos biais générationnels et autres dans la sélection qu'on avait faite. Donc on a choisi, c'est essentiellement des femmes et puis il y a quelques hommes. Donc j'ai plus, par exemple, voilà, dans les études féministes françaises, on a Daniel Cargoat, sociologue du travail, etc., Colette Guillaumin, Margaret Marveny, donc voilà, ça c'est un ensemble de personnes, mais on a aussi Judith Butler, qui est une référence incontournable, mais on a aussi Michel Foucault, Pierre Bourdieu, voilà, on a des gens comme ça assez disparates, Françoise Héritier, Monique Wittig, bon voilà. Et donc on a établi cette liste de 31 noms, en sachant, grâce à Baptiste Coulmont, qui connaissait mieux l'exercice que nous, qu'au-delà de 31, ce qui était déjà un grand nombre, on n'arriverait pas ensuite, en lisant les papiers et les bibliographies, à retrouver plus de 31 noms, en fait. Parce qu'ensuite, c'est du pointage. Donc l'idée, c'est pour chaque papier, on remplit de la feuille Excel. Donc on a le papier, les noms de l'auteur, le sexe des gens, enfin qu'on déduit des prénoms, etc., avec une petite marge d'erreur inévitable, le titre, le numéro, la revue, etc., et puis qui est cité. Et donc voilà, donc ça c'est le premier travail de compilation, et à partir de ça, on déduit des résultats, et les résultats sont de deux ordres. Enfin, il y avait deux logiques qui nous intéressaient, c'était à la fois en quoi qu'est-ce que l'étude en fait de ces données-là, en les croisant, nous permettait de comprendre du monde, de cet espace intellectuel. Donc, quels sont les objets qui marquent à un moment donné, qui est cité, qui fait référence en 95, en 2000, en 2005, 2005 étant une autre année charnière parce que c'est le moment de la traduction de Butler, c'est aussi le moment d'une journée importante lancée par Effigie qui pense l'articulation entre les rapports sociaux, d'intersectionnalité, en revenant à Guillaumin, etc. Donc il y a des moments comme ça, il y a Kimberly Crenshaw aussi qui est traduite à ce moment-là, le premier texte en français sur la catégorie d'intersectionnalité. Donc voilà, il y a des moments, ça permet de voir en fait des moments où les références qui comptent changent, etc. Donc ça, c'est une façon en fait de cartographier grâce à des analyses de réseau la production de savoir et comment elle se polarise. Et puis l'autre question qui nous intéressait, c'est la pratique, c'est-à-dire prendre la citation comme une pratique sociale. Comment on cite qui, donc les hommes, les femmes, la variable sexe évidemment était importante, mais aussi où, dans quel endroit, où on voit que par exemple diriger une revue fait qu'en fait on score en termes de citation, on est beaucoup plus cité que les autres dans sa propre revue. Voilà, il y a des effets comme ça qui sont pas tous complètement surprenants, mais qui sont désormais quantifiés. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on voulait comprendre et qui faisaient écho
aussi avec des choses plus qualitatives qui nous avaient été dites en entretien, où les gens, certaines personnes, nous ont parlé de leur pratique de citation. Donc, je pense par exemple à un collègue, Xavier Duneza, qui explique qu'en fait, à chaque fois qu'il écrit un article, il recompte le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Il a un ratio pour faire un contrôle ex post de sa propre économie de la citation. Daniel Kergoat, avec qui il a fait sa thèse et dont il pense qu'elle a été bafouée, qu'elle a été oubliée, qu'elle n'a pas été assez reconnue, est toujours citée dans les premières pages de ses articles parce qu'il se l'imagine en train de compulser ses articles et vérifier qu'elle est bien présente et donc lui faire plaisir, etc. Donc voilà, il y a aussi toute cette dimension-là. Je prends l'exemple de Xavier Duneza, mais il y a d'autres exemples aussi, comme ce que disait Elsa à propos de Butler et la façon dont le fait d'arriver en France avec Monique Wittig, qui était une des figures qui s'était fait sortir, en gros, de la famille au début des années 80, qui revient par la star américaine, et alors que les autres n'existent pas dans l'ouvrage. Bon, mais ça a eu des effets sur la réception, parce que la réception, elle a été conflictuelle, parce que Butler pointait des critiques théoriques fortes, pointer des problèmes politiques forts par rapport à... Alors, la génération, c'est plus compliqué parce qu'elle est plus toute jeune, mais pour nous, qui l'avons découverte plus tard, par rapport, en fait, aux façons de concevoir et les solidarités et la théorie et les catégories de pensée féministes. Mais dans le conflit, dans la bataille, il y avait aussi ce sentiment par certaines Françaises d'avoir été dépossédées, en fait, et de voir un fantôme revenir qui les annihile. Et donc, voilà, c'est toutes ces choses-là. Merci beaucoup et merci à Sylvie Chaperon. Merci. L'ouvrage d'Isabelle Claire et d'Elsa Dorlin, Photos de famille, pensée des vies intellectuelles d'un point de vue féministe, est paru aux éditions EHESS. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 14 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.